Donc, bonjour à tous. Donc, dans ce premier webinaire d'Isopolis, je vais vous présenter justement quelques règles simples qu'on a établies justement pour le bon déroulement de cette webconférence. Donc, ça va être très simple. On va couper les caméras et les micros pour justement que l'enchaînement et la fluidité du webinaire et de la présentation soient le mieux possible. Ensuite, il y aura aussi une rediffusion live sur Facebook une fois le webinaire terminé. Et justement, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. On va récupérer toutes vos questions et répondre à l'ensemble des questions ultérieurement, une fois les questions traitées. Et à la fin du webinaire, on va répondre en direct à 3 ou 6 questions. Ça dépend, voilà, la longueur des réponses. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à aimer la page Facebook d'Isopolis. Elle a ouvert officiellement hier et du coup, là, on est déjà pas mal. On est à une centaine, un peu plus d'une centaine déjà de j'aime. Donc, n'hésitez pas à partager, à aimer les publications pour que le message d'Isopolis retentisse, on va dire, dans l'univers du web. Donc, moi, je vous souhaite un excellent webinaire à tous et bon voyage vers Destination Bonheur. Merci Maxime pour cette présentation. Du coup, pour ma part, pour les présentations, donc on a fait un petit passeport pour tout le monde, enfin pour ceux qui vont se présenter et ceux qui vont intervenir. Donc, je suis Jessie Lebon, je suis chargée de mobilisation dans le cadre du projet Isopolis. Et aujourd'hui, en fait, je vais être l'animatrice globale de ce moment, de ce voyage. Du coup, moi, je vais vous expliquer un peu le contexte de pourquoi on est ici aujourd'hui. Je vais vous mettre en évidence l'ordre du jour et puis je vais vous faire une petite présentation de l'équipe pour que vous ayez une idée de qui est derrière tout ce travail. William, on peut couper ton micro? Ça ne te dérange pas? On t'entend. On t'entend. Du coup, voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur Destination Bonheur. Notre objectif global, en fait, c'est de focaliser l'attention de l'ensemble des Réunionnais sur le niveau de bonheur et du vivre ensemble avec une solution qui est Isopolis. Donc, le projet va vous être présenté tout à l'heure par Jaëla. Vous allez voir sur nos communications, un peu partout où est-ce qu'on poste des éléments visuels, vous allez voir en fait qu'on se pose la question et si le bonheur des Réunionnais était une finalité des politiques publiques. Pour ça, pour arriver à cet objectif, nous avons pour mission de mobiliser donc, et engager les parties prenantes, c'est-à-dire les décideurs, les institutions, la population et bien évidemment les faiseurs que vous êtes. On a dû alors oui, la mobilisation en fait aura pour objectif que vous puissiez connaître l'existence d'Isopolis et que vous ayez une très bonne information sur l'indice du bonheur, le BNB à La Réunion. On a dû se réadapter. On aurait dû vous accueillir le 19 mars à Stella Matutina pour un accueil présentiel. Et au vu du contexte avec le confinement, on a dû se réadapter et on a dû faire tout ce qu'on devait faire le 19 mars. On a dû le diviser en 4 parties et repartir en 4 temps avec différents webinaires. Donc aujourd'hui, on est sur la présentation d'Isopolis, comme vous pouvez le voir sur cette fresque. Donc aujourd'hui, c'est pour Isopolis. On va se retrouver le 10 avril et on va focaliser notre attention sur les faiseurs de changement. Le 17 avril, on va parler de l'importance de l'impact des actions, ne plus faire de l'action pour l'action, mais de l'action vraiment pour l'impact. Et le 23 avril, nous allons évoquer et rentrer plus dans le détail sur l'indice du bonheur, le BNB à La Réunion. Et du coup, on aura l'occasion de vous revoir tous les vendredis d'avril de 15h à 16h30. Ensuite, on aura d'autres choses programmées, mais voilà, il faut nous laisser le temps de programmer tout ça, parce que ça demande, pour avoir de la qualité, ça demande du temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Nous allons
allons vivre à chaque webinaire, nous allons vivre une expérience. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre l'expérience de la méditation guidée par Evelyne. Ensuite, vous allez avoir Pierre, Pascal et Evelyne pour qu'ils puissent vous expliquer que la science est au service de la société et aussi du projet Isopolis. Ensuite, il y aura Jaëla qui va vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que c'est qu'Isopolis. Et après, ça sera à votre tour de jouer parce qu'on va faire un appel à faire, parce que faiseur, ça veut dire que ce sont des gens qui font. Du coup, on va vous faire un appel à faire et on va vous inviter à contribuer pour le webinaire prochain. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Donc, je le rappelle, vous pouvez noter vos questions dans le chat qui est juste à côté de votre écran. Christelle va pouvoir récolter toutes vos questions, les compiler et à la fin, on aura un temps de questions-réponses. Alors, pour vous présenter un peu qui est présent dans l'équipe aujourd'hui, donc vous avez Pierre Châtelet, qui est l'ex-président et l'actuel secrétaire d'IsoLife. Il aura l'occasion d'intervenir, donc vous aurez l'occasion de l'entendre. Et vous avez Pascal Chabanet, qui est la directrice de l'Institut de recherche et de développement à La Réunion. Donc, pour vous présenter un peu l'équipe, voilà, un peu l'équipe. Vous avez entendu Maxime tout à l'heure, qui est notre community manager. Donc, moi, je me suis déjà présentée. Vous avez Christelle, qui est derrière l'écran et qui est là pour récolter vos questions. Vous avez Estelle, qui est chargée de mise en œuvre et qui est mon binôme aujourd'hui pour essayer qu'on soit tous dans le timing, pour respecter le timing. Jaëla, qui est la coordinatrice du projet Isopolis, et puis Evelyne, qui est dans le projet Isopolis chargée d'expérimentation senior, mais qui aujourd'hui va nous faire vivre l'expérience de méditation. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un beau voyage pour Destination Bonheur. Je vais laisser la parole à Evelyne pour qu'elle puisse nous faire vivre l'expérience de la méditation. Je te laisse la parole, Evelyne. Un petit moment pour vous mettre dans de bonnes conditions physiques et mentales. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de faire des pompes, mais je vais vous proposer de voyager avec la respiration, qui a le pouvoir unique de faire disparaître le stress dans le corps qui est souvent saturé et le mental qui est toujours trop bouillonnant. Alors, je vais vous proposer une forme de méditation qui consiste tout simplement à voyager à l'aide de la respiration dans des endroits où il est physiquement impossible d'aller normalement. Pour tous ceux qui ont l'habitude de la méditation, et pour tous les autres aussi d'ailleurs, c'est très facile. Il vous suffira de vous laisser guider. Je vais juste vous demander d'accepter le fait que votre respiration a le pouvoir d'aller partout dans votre corps et qu'elle ne séjourne pas seulement dans les poumons comme parfois on en a la croyance. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer notre petit voyage sur les chemins de la respiration. Vous allez d'abord vous installer dans un endroit confortable, tranquille, et mettre bien sûr vos téléphones sur silence. Vous allez vous asseoir très confortablement, les pieds à plat, en contact avec la terre. Si vous voulez vous déchausser, c'est encore mieux. Gardez votre colonne vertébrale bien droite, le menton légèrement abaissé vers la poitrine. Et vous allez relâcher les épaules. Maintenant, vous allez fermer les yeux. Puis, vous allez pousser un gros soupir. Inspirez profondément et expirez longuement. Ça permet d'évacuer les premières tensions. Maintenant, vous allez accueillir votre respiration telle qu'elle est, sans la modifier, sans la changer. Respirez, tout simplement. Ensuite, délibérément,
vous allez descendre la respiration dans votre ventre. Le ventre monte et descend. Le ventre monte à l'inspire et descend à l'expire. Ce mouvement régulier et doux vous permet de vous calmer presque immédiatement. Ressentez le calme qui s'installe. Visualisez maintenant votre respiration capable d'aller dans tout votre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Visualisez votre respiration comme une immense vague qui monte et qui descend, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Une vague douce et fraîche qui vous détend, qui vous libère à l'intérieur de votre corps. Vous respirez doucement, calmement. Visualisez maintenant votre respiration qui gagne l'intérieur de votre tête et rencontre votre cerveau qui est peut-être un peu agité par toutes les pensées qui l'animent. Au contact de votre respiration, visualisez votre cerveau qui se repose, qui s'abandonne, qui se laisse envelopper dans votre souffle. Votre cerveau se détend et toutes les pensées qui arrivent à présent sont automatiquement évaporées. Votre respiration libère votre cerveau. Alors, votre esprit se libère lui aussi et il s'ouvre à l'infini champ des possibles. Il se rend disponible, oui, complètement disponible pour apprendre, pour comprendre, pour découvrir, pour savoir. Relâchez votre cerveau, relâchez votre mental, relâchez votre esprit. Visualisez maintenant votre respiration qui redescend dans votre corps, le long de votre gorge et s'installe dans votre corps tout entier, reposé, complètement détendu. Visualisez votre corps disponible lui aussi pour ressentir, pour écouter, pour vivre l'expérience à son plein potentiel. Visualisez et ressentez maintenant votre esprit et votre corps en totale harmonie, complètement détendu, relâché, aligné. Profitez de ce moment pour poser la ferme intention d'être là, ici et maintenant, prêt à vivre l'expérience à son plein potentiel. Respirez doucement. Continuez à respirer doucement. Inspirez, expirez. Laissez la respiration vous détendre complètement. Gardez à l'esprit cette ferme intention de profiter du moment. Puis, tout doucement, vous allez prendre une grande inspiration et en expirant, vous allez ouvrir les yeux et reprendre conscience de la réalité. Dans une poignée de secondes, nous allons commencer. Je vous souhaite une belle conférence. Ok, et on m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Ok, super. Du coup, on va passer la parole. Merci beaucoup Ève pour ce temps de partage. On va passer du coup la main et la parole à Pierre qui va présenter un peu IsoLife. Pierre, je te laisse la parole. J'espère que ton micro est déclenché. Ça y est, c'est bien d'être rétabli. Ok, Oui, je super. pouvais pas le rétablir moi-même. Ok, super bien, Pierre, je te bonjour à laisse. tous. Donc, je vous présente un peu le rôle d'IsoLife, ou l'origine d'IsoLife en un peu moins de 3 minutes.
En fait, la société réunionnaise a des capacités de résilience et de vivre ensemble qui sont reconnues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'île. Et c'est cette résilience et ce vivre ensemble qui ont permis à la Réunion de résister à de profonds traumatismes, à beaucoup de crises et à des handicaps très, très nombreux. Donc, c'est sur la base de ce constat d'un verre à moitié plein que l'on sent plutôt en train de se vider et qu'on craint de voir se vider beaucoup plus si on ne fait rien, que la stratégie de spécialisation intelligente, conçue pour flécher les financements européens, a intégré un pilier d'innovation sociétale au nom d'agilité des hommes et des organisations. Très bien, super, mais qui pour s'en occuper? Parce que sur les autres piliers économiques, de la bioéconomie, du tourisme expérientiel, on trouve beaucoup d'acteurs structurés, qu'ils soient privés, institutionnels, publics. Et sur les actions qui concourent à la résilience et au vivre ensemble, on a une myriade d'initiatives, on a des centaines d'acteurs, mais finalement, aucun n'a la capacité de porter un projet structuré et de monter un dossier de financement européen. Donc, c'est pour pallier à cette carence que l'association Isolife a été créée en août 2016 à l'initiative de Jaël Abebakar, avec une poignée de gens alignés et de membres fondateurs, donc autour de ce projet Isopolis, il s'appelait déjà comme ça, conçu pour réenchanter la Réunion autour de la vision d'une société qui nous ressemble et qui nous rassemble. Isolife s'est concentré sur deux axes, identifier de nombreux acteurs de terrain que nous appelons 2 heures de changement, et qui sont réunis au sein d'un réseau informel, Rhizome, dont un autre intervenant vous parlera dans quelques instants. Et le deuxième axe a été de construire, de préfigurer, à partir de la vision initiale, un projet structuré, ambitieux et réaliste, susceptible de convaincre à la fois les acteurs de terrain et les partenaires institutionnels et financiers. Alors, c'est au cours de ce travail de construction qu'il est apparu de façon de plus en plus évidente que la recherche scientifique devait être au cœur de nos travaux pour comprendre et accompagner les actions de terrain les plus à même de renforcer la résilience et le vivre ensemble des Réunionnais. C'est pourquoi notre partenaire historique, l'IRD, a pris de plus en plus de place dans le projet Isopolis pour en être aujourd'hui le porteur principal, Isolife restant quant à elle très présente sur le terrain de la mobilisation citoyenne et territoriale. Donc, je vais donc passer la parole maintenant à Pascale Chabanet, directrice de l'IRD, et je vous remercie de votre attention. Bon, je pense que je suis connectée avec le son et l'image. Donc, en fait, bonjour à tous. Je voulais commencer, parce que tout le monde ne connaît pas l'IRD, donc faire une petite présentation rapide de l'IRD. Donc, c'est un institut de recherche dans lequel la science est au service du développement de la société. Et les thématiques qui sont traitées à l'IRD sont très variées, donc elles sont en relation avec la santé, la gouvernance, les inégalités, les changements globaux, les risques naturels, l'agriculture durable, la conservation de la biodiversité, etc. Donc ce sont des thématiques qui sont… c'est un institut qui est vraiment… qui place juste l'homme au centre des problématiques et en relation avec son environnement. Donc, l'Institut est surtout présent à l'étranger. En fait, on est présent en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, sur le pourtour de la Méditerranée, mais aussi dans les Outre-mer français. Donc, c'est pour ça que la Réunion, donc, il y a un institut, il y a des chercheurs à la Réunion qui sont donc implantés ici. Et en fait, il y a un point commun à toutes ces régions, c'est de cumuler dans les modèles actuels de développement les plus fortes vulnérabilités écologiques, sociales et politiques. Donc, c'est vraiment le point commun de ces régions dans lesquelles l'IRD est impliqué. Donc, en fait, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, donc les problématiques de recherche sont centrées sur les relations entre l'homme et son environnement, en étudiant la façon dont ces interactions peuvent affecter le développement durable de notre société. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'on a vraiment une recherche qui est très ancrée dans des problématiques sociétales et une recherche qui a un côté donc, très appliqué à ces problématiques sociétales. Et donc, c'est tout naturellement que l'IRD s'est retrouvé impliqué dans Isopolis. Donc, l'IRD intervient en tant que coordonnateur des activités scientifiques du projet. Évidemment, pas seul, en partenariat avec les institutions scientifiques locales, régionales et internationales, mais aussi, et ça c'est très important, en interaction avec les citoyens et les faiseurs de changement.
Donc, c'est vraiment une recherche qui est à l'écoute, ce qu'on dit, une recherche bottom-up, hein, qui vient vraiment, qui accompagne la société et les citoyens et qui utilise la science, en fait, ce qu'on appelle la recherche interventionnelle, qui est vraiment, qui accompagne les faiseurs les interventions, les expérimentations, en mesurant les impacts de ces expérimentations. Et donc, pour mesurer ces impacts, il faut identifier des indicateurs, hein, qui permettront cette mesure. Donc ça, c'est très important. Et donc, comme exemple, un de ces indicateurs qui nous réunit aujourd'hui, c'est le bonheur, hein, donc l'indicateur, le fameux BNB, le bonheur national brut, qui sera décliné dans Isopolis en bonheur national réunionnais. Donc ça, c'est un des indicateurs qui sera utilisé pour mesurer l'impact des expérimentations. Et donc, c'est quand même un bel indicateur de se dire que dans Isopolis, le bonheur est considéré comme le baromètre social d'une société en bonne santé. Donc ça, c'est ce qui nous semble évidemment à tous évident, mais en fait qui est encore beaucoup trop rarement pris en compte dans les politiques publiques, et encore c'est un euphémisme. Et donc je tenais à dire aussi qu'en tant que chercheur, je voulais vraiment dire que je suis là à vos côtés. En fait, les chercheurs sont là à vos côtés, aux côtés des faiseurs. Donc c'est aussi cette réunion aussi se fait aujourd'hui vraiment à votre attention, et c'est pour ça que je tiens vraiment à insister sur ce point, qu'on est vraiment là pour vous écouter, vous accompagner dans l'objectif futur d'essaimer vos expérimentations et de faire de la Réunion un modèle sociétal unique à l'échelle internationale. Et ces interactions faiseurs-chercheurs sont essentielles dans le projet, et c'est vraiment ce qui fait l'originalité aussi d'Isopolis. Donc, nous devons apprendre à mieux nous connaître, à nous apprivoiser, à nous faire confiance pour travailler ensemble, pour que chacun apporte sa petite pierre en toute humilité pour la réussite d'Isopolis. Et je dirais aussi une petite pierre bienveillante. Voilà, c'était un petit mot que je voulais dire en tant que directrice de l'IRD à La Réunion. Et je suis absolument ravie que l'IRD accompagne un si beau projet. Merci. Merci beaucoup Pascal et Pierre pour vos interventions. Evelyne, je te donne la parole à nouveau pour que tu puisses, toi, intervenir sur cette slide. D'accord, merci Jessie. Alors moi, je suis Evelyne Waro et je suis faiseur de changement comme vous. Et je suis aussi le chaînon manquant entre la société et les sciences. Alors, dans notre société, on n'accorde d'importance qu'à ce que l'on mesure. C'est une petite phrase qui a changé le cours de ma vie. Comme beaucoup de faiseurs de changement, j'ai toujours été sensible à la cause des publics vulnérables, pour lesquels j'utilise mon talent et mes connaissances, mes compétences. Parce que j'ai toujours eu la conviction que des solutions sont possibles et parfois très simples à mettre en place pour contribuer à leur bien-être, si on se rapproche d'eux pour capitaliser leurs besoins. Et bien, c'est pour cette raison que depuis plus de 25 ans, je suis à la recherche de moyens, d'outils à utiliser pour trouver toutes sortes de solutions. Et pour moi, le public le plus vulnérable et qui a le plus de besoins étaient les personnes âgées, pour qui l'activité physique n'est pas qu'un simple loisir, mais une réelle nécessité. Et pourtant, rien n'était prévu pour ces personnes. À cette époque, je suis devenue, vers la fin des années 90, l'amie bienveillante des seniors, et j'ai commencé à consacrer tout mon temps et toute mon énergie à la recherche de moyens et d'outils en tout genre que j'aurais aimé adapter à leurs conditions afin qu'elles puissent s'épanouir. Alors, avec un petit groupe de seniors, surtout des femmes d'ailleurs, à 98%, j'ai pu, avec leur accord évidemment, tester diverses façons d'atteindre leur bien-être. Et l'activité physique n'était qu'une partie de ces solutions que nous avons trouvées ensemble. Alors, on y a ajouté le yoga, la méditation, les activités culturelles, manuelles et même le développement personnel. Résultat, on a obtenu des seniors sereins, épanouis et heureux. Alors, face à un tel succès, mon souhait le plus cher était évidemment de partager ces solutions avec plus de seniors. Mais j'avais beau faire de grands signes, attirer l'attention sur nous, multiplier les
démonstrations publiques, solliciter les institutions, les inviter à venir constater. J'ai même déposé plusieurs projets qui ont vu le jour, mais sans moi. Je me sentais incomprise, frustrée, isolée et incapable de contribuer réellement de façon efficiente. Alors, j'ai pris le parti de continuer mes actions seule dans mon coin. Au moins, je pensais que cela pouvait profiter à quelques personnes, tout en continuant, bien sûr, à rêver que cela pouvait changer un jour. Jusqu'au jour où, lors d'une discussion avec Jaëla, elle prononça cette fameuse phrase « On n'accorde de l'importance qu'à ce que l'on mesure ». Ah, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que pour passer de rêveur à faiseur, il fallait deux conditions essentielles. Une validation scientifique de mes actions, plus un cadre méthodologique, et deux, être avec d'autres faiseurs pour être assez nombreux pour exister. J'ai appris alors qu'il existait déjà une communauté de citoyens apartisans du nom de Rhizome, où tous les faiseurs de changement pouvaient se donner la main pour peser dans la balance aux yeux des décideurs. Et le projet Isopolis répond à tous mes besoins, car il est basé sur la résilience, un mot que je ne connaissais pas, mais que je pratiquais au quotidien, car il m'a fallu beaucoup de résilience pour ne jamais baisser les bras et rebondir à chaque expérience douloureuse. Puis, il m'en a fallu encore pour accepter et apprivoiser la science, moi qui suis pur acteur de terrain. Mais aujourd'hui, je suis sûre, et plus que jamais, que je suis sur le chemin de ma mission de vie, que mes actions ont un sens, que je contribue de façon efficiente non seulement au bien-être durable des seniors, mais également à mon propre bonheur. Et si vous voulez en savoir plus sur Isopolis, je vous propose d'écouter Jaëla, un faiseur de changement résilient qui, pour moi, est l'architecte d'un monde meilleur. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint Isopolis sur un écran bleu qui bouge? Oui. Super, merci. Oui. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on parle d'Isopolis et on est, moi personnellement et toute l'équipe, on est vraiment heureux, bien qu'un peu stressé, pour enfin vous présenter ce qu'est ce projet. Et l'avantage, c'est qu'on peut vous donner une information actualisée parce que depuis 2015, je n'ai pas vais vous embarquer en un peu moins d'une demi-heure sur la présentation du projet Isopolis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jaëla de Vacarne et je suis la coordinatrice du projet Isopolis depuis 2015. Donc avant de commencer, ce que je voudrais vous dire, s'il y a quelque chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, ça sera, je suis en train d'essayer de régler l'horloge en même temps, ça sera ce que je vais vous présenter là et que je vais répéter tout au fil de la présentation. En gros, ce qu'il faut retenir d'Isopolis, Isopolis est un projet qui vise à soutenir la transformation de la société réunionnaise d'un modèle qui a atteint ses limites vers un modèle viable qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc, je vais structurer ma présentation autour de ces éléments-là, en commençant par le contexte. Pourquoi Isopolis? Pierre en a parlé déjà un peu, Ève aussi, Evelyne à travers son intervention, et tous les intervenants, et Pascal également. Donc, je vous propose de vous rentrer dans Isopolis par ce chemin, le pourquoi, le qui sommes-nous. Ça va être bref, je vais répéter ce que les trois interlocuteurs initiaux ont commencé à aborder. Vers quelle finalité et comment on se propose de faire ça? Voilà ce qu'est Isopolis. Je vais rentrer tout de suite dans le pourquoi Isopolis. La situation actuelle, nous, on est donc en confinement. C'est quelque chose qui nous permet de mesurer qu'il y a vraiment une situation alarmante, une situation d'urgence, une crise planétaire. Mais il se trouve que cette crise qu'on est en train de vivre actuellement, les pieds dans le plat avec le coronavirus, a déjà pris son essor depuis quelques années déjà et risque de s'aggraver dans le temps. Particulièrement, au niveau du contexte global, c'est la première fois
dans l'histoire de l'humanité que les activités humaines menacent les conditions d'habitabilité de notre planète. C'est ce que les scientifiques ont caractérisé par le terme anthropocène. Cette crise écologique majeure est due à l'hyperproductivisme peut-être d'un modèle économique qui est à bout de souffle, qu'il nous faut du coup penser à transformer en profondeur. La révolution numérique a créé une brèche, en fait, en nous donnant la possibilité de produire et de consommer différemment les biens et les services. Cela dit, ce qu'on appelle l'économie collaborative actuellement n'est pas une fin en soi. Et c'est important, en fait, de dépasser l'idée de l'économie collaborative, qu'on pourrait appeler l'économie de la consommation collaborative, telle qu'elle est déployée actuellement. Et il va falloir regarder derrière cette économie collaborative, quelle sera l'économie qui sera beaucoup plus durable, beaucoup plus viable. Il y a des termes qui ont déjà été mis sur la table, l'économie symbiotique, plus proche de nous, l'économie circulaire, et de manière plus ancienne, l'économie sociale et solidaire, par exemple. Quoi qu'il en soit, ce que le contexte nous amène à faire, c'est de chercher l'opportunité qui se cache derrière la crise pour créer, accélérer en fait notre chemin vers un modèle sociétal résilient. Ce contexte global a induit 3 fractures à 3 échelles simultanées qu'il nous faut gérer et résoudre en même temps. La fracture de sens, soit avec soi, la fracture collective, soit avec les autres, et la fracture écologique. Donc, il y a ces 3 étages, il faut agir sur ces 3 niveaux en même temps. Plus précisément, à La Réunion, on a une vraie équation à résoudre. Juste pour cette diapo, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de contenu. Il n'y a pas besoin de décrire, en tout cas ma présentation vous sera envoyée en format PDF, donc ne vous inquiétez pas sur ça et essayez de vous concentrer plutôt sur mon explication dans un premier temps. Je vais brosser un tableau du contexte réunionnais que je vais passer assez vite parce que malheureusement, j'ai qu'une demi-heure pour vous présenter aujourd'hui. Donc, notre économie dépend à 80% des fonds publics. Du coup, ça nous place en posture de dépendance économique et il est important en fait qu'on puisse créer un modèle économique qui soit viable et pérenne. On a aussi, en ce moment, on traverse une crise au niveau du modèle agricole qui est basé essentiellement sur la canne à sucre, dont la viabilité économique est problématique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la canne, il y a une vraie équation à résoudre pour pouvoir développer une agriculture viable sur un territoire à plus de 200 microclimats. Donc, c'est une vraie équation. Et au-delà de la canne à sucre, c'est aussi la question de la production maraîchère, etc., qui est remis en compte. Donc, c'est très important qu'on puisse développer une autonomie alimentaire, notamment sur nos produits frais. Ensuite, on a des tensions sociales problématiques, préoccupantes, notamment avec un taux de vieillissement de la population qui est vraiment très important à La Réunion. On aura plus d'un quart de la population réunionnaise de plus de 60 ans en 2030. On a aussi un fort taux de chômage, notamment chez les jeunes de 15-24 ans. Et on est aussi un département qui connaît le plus fort taux de violence intrafamiliale, aussi en lien avec l'alcool, à La Réunion. Pour chaque crise précédente nécessite en fait beaucoup d'énergie pour pouvoir se relever, faire face et développer notre résilience. La crise qu'on s'apprête à affronter est probablement supérieure à l'intensité des chocs précédents et pourtant, nos ressources sont en train de s'étioler. Donc, du fait probablement du vieillissement de la population et du manque de transmission de notre culture, de nos seniors aux jeunes, notre patrimoine culturel est de plus en plus s'étiole au fur et à mesure. Einstein disait « ça serait la fin de l'humanité quand les abeilles seront décimées ». Au-delà du monde, le varroa des abeilles est rentré à La Réunion, mais ce n'est qu'un détail. Il y a plein d'autres dysfonctionnements au niveau de notre environnement actuellement. On risque de perdre le label patrimoine de l'UNESCO en raison de la dégradation de
cirque. Donc, on a vraiment, au-delà de nos activités humaines, il y a aussi la globalisation qui fait qu'on a des enjeux environnementaux à gérer, qui sont très importants, une pression environnementale très importante. Ensuite, la période d'aujourd'hui nous le prouve, encore une fois, c'est que le clivage entre citoyens et décideurs se creuse. C'est un gros problème parce qu'il va falloir qu'on trouve ensemble et qu'on puisse, comme actuellement en confinement, qu'au lieu de partir à la recherche de coupables, à la chasse aux sorcières, on a un tel défi à résoudre qu'il faut penser à se mettre tous ensemble dans la même direction. Donc, le défi de la résilience communautaire qu'on a déjà développé, de la résilience collective, va devoir être mis à l'épreuve dans notre capacité à faire ensemble dans la même direction. Donc ça a pour conséquence une cohésion sociale menacée et une vulnérabilité croissante. Voilà, donc ça, c'était pour vous brosser un tableau pas très réjouissant du contexte actuel. Et je vais faire la transition, juste pour vous dire que, heureusement, ces constats ne sont plus à faire. Ils sont déjà inscrits en fait dans les différents documents stratégiques dont la Réunion dispose, que ce soit la stratégie spécialisation intelligente, S3, que ce soit le SRDI, que ce soit les rapports édités par le Césaire. Il y a vraiment déjà ce besoin de changer de paradigme et de définir ensemble un projet de société collectif et partagé. Maintenant, je vais vous amener sur le qui sommes-nous. Et je vais faire vite parce que, alors le qui sommes-nous, je remets toujours ma diapo, ça se situe ici, parce qu'on l'a déjà vu avec les intervenants précédents. Donc, quand on a un changement de paradigme, une transformation à cette échelle à mener, c'est important, très important, de mettre des indicateurs, des indices en fait, pour savoir est-ce qu'on va dans le bon sens. Parce qu'on a tout le socle de connaissances, de nos références qui changent. Et du coup, comme tout change à différentes échelles, c'est pas facile de savoir si on va dans le bon sens, sachant qu'on est beaucoup d'acteurs à avoir des perceptions, des visions, des démarches différentes. Du coup, c'est important qu'on puisse se mettre aussi en ordre de marche dans le même sens et s'aider de la science qui a déjà déployé des méthodes pour nous aider à savoir est-ce qu'on va dans le bon sens et à apprendre et à rectifier au fil du temps. Cela dit, comme on dit mes coéquipiers de départ, Isopolis est né avant tout de rhizome, c'est-à-dire du mouvement, de l'impulsion donnée par les faiseurs de changement qui sont déjà convaincus depuis un certain nombre d'années qu'il faut passer changer de paradigme et entamer une transformation sociétale fondamentale. Et donc, c'est vraiment partie du terrain. Et ces faiseurs de changement sont des personnes qui portent des solutions qui sont utiles pour le territoire. On a ces solutions, vous allez les retrouver dans le vocable innovation sociétale ouverte, qui est le ISO, qui est le fil conducteur de toute la présentation. Donc, Rhizome fédère les faiseurs de changement, les acteurs de terrain, et ce sont les porteurs d'innovation sociétale. On aura un webinaire, c'est le prochain, le vendredi prochain, dédié à Rhizome et aux faiseurs de changement. Et c'est pour dire que les faiseurs de changement se situent dans toutes les strates de la société. On peut être faiseur de changement en étant dans une institution, on peut être faiseur de changement en étant dans une association, on peut être faiseur de changement en étant dans une entreprise. Et donc, ils vont porter des innovations sociétales et l'objectif, c'est de pouvoir transformer ces innovations en expérimentation dont on va mesurer l'impact. Comme l'impact, il est à 360, c'est-à-dire qu'il faut un impact tant sur la viabilité économique que sur les trois crises, l'équité sociale, que sur le bien-être individuel, sur l'environnement, etc. C'est important en fait de s'adosser à des chercheurs qui vont être dans notre cas ce que j'ai appelé des chercheurs-faiseurs. Donc, c'est des chercheurs qui ont cette posture vraiment de contribuer à la société, à aider tous ensemble, à mettre toutes les énergies, les compétences, les talents dans la même trajectoire pour faire en sorte qu'ensemble, on puisse réussir à relever le défi. Donc, ces chercheurs sont le volet viabilité scientifique est porté par l'IRD, mais on est en train de constituer un comité scientifique qui va rassembler tous les chercheurs de disciplines différentes qui veulent bien nous aider à travailler là-dessus. Donc ça sera l'objet du 3e séminaire de ce mois-ci.
Et ensuite, ISOLIFE, que Pierre a présenté. L'idée, c'était de pouvoir faire le lien entre sciences et société en rendant accessible la connaissance utile au pilotage, faire en sorte que tout ce qu'on aura découvert tout au fil du projet puisse basculer dans le champ de la conscience collective de manière à ce que tout le monde, à son échelle, puisse comprendre ce qu'on est en train de faire, poser des questions, etc. Donc ça, c'était la mission initiale d'ISOLIFE. Et ISOLIFE, plus particulièrement, va porter aussi le volet agriculture résiliente du projet. Donc là, je vous ai présenté pour qui sommes-nous. Maintenant, pour quelle finalité? Donc, l'objectif, c'est de construire un modèle viable, co-construire un modèle viable qui nous ressemble et qui nous rassemble. La première étape, quand on a un si grand challenge à relever et que ce challenge nécessite qu'on soit tous en synergie dans le même sens et que le changement de paradigme va nous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, c'est de pouvoir mobiliser, donner l'élan, inspirer les gens et nous renforcer le sentiment intérieur que nous les capables. On va réussir à le faire, tous ensemble, on va réussir à le faire. Et la meilleure façon de faire ça, c'est l'esprit d'Isopolis, c'est de focaliser notre attention sur ce que nous avons déjà réussi. Et à La Réunion, ce que nous avons déjà réussi, c'est notre résilience communautaire qui peut se traduire par notre vivre ensemble. J'ai découvert très récemment, figurez-vous, donc j'ai aussi beaucoup de choses à rattraper sur mon histoire, qu'on avait le premier temple indien de France, le premier temple chinois de France et la première mosquée de France. Donc, je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis un peu en retard, en tout cas pas bien en conscience par rapport à mon histoire, et que rien que le fait d'entendre ça, moi, ça m'a donné un genre de fierté instantanée et une fierté saine de me dire, mais vraiment, La Réunion, nous, on a réussi à faire ça. Donc, ça a eu l'effet de focaliser mon attention sur le « nous les capables ». Donc, c'est le premier objectif qu'on se donne, nous, dans la mobilisation à travers Destination Bonheur, c'est celui-là. Donner l'élan, mobiliser les gens, inspirer pour qu'on ait envie et qu'on se sente capable de relever ce défi ensemble. Relever ce défi, pardon, pour co-construire un modèle viable qui nous ressemble et qui nous rassemble. En gros, on peut devenir, d'ici 2030, un démonstrateur vivant à échelle mondiale de ce que pourrait devenir l'économie de demain. Une société résiliente, capable de conjuguer la préservation de son environnement, son équité sociale et une économie prospère. C'est ce que veut dire Isopolis. Isopolis, c'est faire de La Réunion la cité police de l'innovation sociétale ouverte. C'est le ISO que vous allez retrouver partout autour de ce projet. À La Réunion, on peut devenir un haut lieu de transition individuelle et collective pour un monde, une société plus juste. Et même au niveau de notre tourisme, on peut devenir une destination de sens et on peut réfléchir le budget qu'on met au niveau du tourisme actuellement dans nos capacités. Voilà au niveau de l'objectif. La finalité. Ensuite, ce qui va beaucoup vous intéresser, j'imagine, c'est comment on a prévu de faire ça. Alors, au niveau du comment, on va proposer à Isopolis, c'est un cadre méthodologique qui permet de soutenir la transformation du modèle sociétal réunionnais par l'expérimentation de solutions qu'on a appelées les innovations sociétales ouvertes, les fameuses ISO. Donc, par l'expérimentation de solutions conçues pour renforcer nos capacités de résilience et à 3 échelles. 3 échelles, pourquoi? Pour répondre à nos 3 fractures qui sont interdépendantes. Il faut à la fois qu'on travaille sur l'échelle individuelle, sur l'échelle organisationnelle et sur l'échelle territoriale. Donc, dans un premier temps, nos expérimentations qu'on va déployer dans Isopolis seront conçues pour renforcer la résilience individuelle des Réunionnais. La résilience individuelle, la résilience, c'est la capacité qu'on a de faire face à l'adversité, à retrouver un niveau de fonctionnement qui peut se traduire par un niveau de bonheur, c'est-à-dire un bien-être durable, après un choc ou une crise. Il faut savoir que la résilience, elle est fonction de notre âge, parce qu'en fonction de l'âge, on n'a pas le même développement intellectuel, le même développement cognitif, et on n'a pas non plus la même base d'expérience qu'on va pouvoir mettre à profit au niveau de la résilience. En plus,
en fonction de notre âge, on n'a pas le même contexte. Et c'est le contexte, c'est-à-dire la façon dont la société va organiser la prise en charge, notre prise en charge à différentes périodes de notre vie, qui va nous amener des défis différents. Par exemple, on sait que cette période où on quitte le monde des études pour entrer dans l'âge adulte est une période qui est porteuse de défis très importants. Idem pour le passage à la retraite. Donc, chaque période d'âge, chaque contexte amène des défis différents. Au niveau d'Isopolis, ça se traduit par le fait que pour bien faire, il nous faudrait développer des expérimentations visant la résilience des Réunionnais, mais à chaque catégorie d'âge. Donc, une expérimentation pour la jeunesse, une autre pour l'économie, une autre pour les seniors et une plus particulièrement pour les personnes vulnérables, parce que la résilience, ça se d'adversité et donc de fragilité. Dans Isopolis, on se propose de travailler sur une expérimentation sur chacune de ces 3 catégories, une autre sur les publics vulnérables. Et dans la première phase de 2018, on va se concentrer sur l'expérimentation senior et sur l'expérimentation victime de violence. Rapidement, au niveau de la résilience, on va, dans nos expérimentations, mettre en place au sein d'un parcours des activités qui vont permettre de développer sa résilience culturelle, c'est-à-dire comment je vais donner, quel sens je vais donner à ma contribution. Et cette trajectoire, ce sens, je trouve les réponses dans ma biographie, qui elle-même est liée à mon histoire culturelle. Donc, il y aura tout ça dans la partie résilience individuelle. Et le deuxième volet, c'est être capable d'identifier sa vocation, ses talents propres, en gros, de quoi la nature m'a doté initialement et que je pourrais mettre à profit de la société. Donc, ça, c'est un premier volet qu'on va développer à travers les expérimentations au sein d'Isopolis pour travailler sur la résilience individuelle. Ensuite, on va devoir aussi travailler sur la résilience organisationnelle. La société s'est structurée de manière assez complexe. Il y a des organisations qui sont censées s'occuper de nous à plusieurs, de différents publics, des différentes catégories d'âge. Et en fait, ces organisations, par exemple au niveau des enfants, des adolescents, ça va être tout le système éducatif. Au niveau des seniors, le système, l'ARS, le département, les EHPAD. Pardon. Et en fait, la résilience organisationnelle, c'est en situation d'adversité, la capacité que ces organisations auront de s'adapter aux contraintes et de soutenir la résilience de leur public cible, chacun à leur niveau. Et en coopération avec les acteurs du territoire. Donc, ça nous amène au 3e niveau, qui est la résilience territoriale. Ça va être comment est-ce qu'on va se répartir la tâche, comment est-ce qu'on va passer d'une logique de compétition, parfois même de prédation, à une logique de coopération pour pouvoir se répartir la tâche, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oubliés et qu'il n'y ait pas de redondance et qu'on utilise de manière optimisée nos ressources. Et aussi en construisant une stratégie qui va partir de la valeur de la Réunion, notre valeur propre, notre valeur endogène et qui est caractérisée par notre patrimoine culturel et notre patrimoine naturel. Voilà les 3 niveaux que Isopolis se propose d'explorer à travers des expérimentations à chaque étage. J'ai pris un peu de temps sur la résilience parce que c'est vraiment le cœur du projet. J'espère que j'ai été claire, mais on passe à la suite et vous pourrez me poser vos questions dans le chat déjà ensuite. Et concrètement, vous dire qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour travailler. De 2015 à 2017, il a fallu raffiner le diagnostic. Donc, on a vu plus de 400 personnes de la société, représentantes de la société, de différentes catégories, de la plus grande diversité possible, pour affiner le diagnostic et puis pour se mettre d'accord sur un remède. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même diagnostic et pas être d'accord sur la façon d'amener la réponse. Et donc, ça a pris beaucoup de temps et sur ces aspects-là, on continue à le faire aujourd'hui. Ensuite, on a obtenu un premier financement sur 2018-2019 qui nous a permis de passer de la vision à un projet
administratif, avec des objectifs, à un projet viable, aussi sur l'aspect méthodologique et scientifique. En parallèle, puisqu'Isopolis comprend un volet agriculture résiliente, on a lancé un projet sur Interreg qui nous a permis de fédérer 10 producteurs pilotes qui font de l'agriculture sans chimie de synthèse. Je les remercie s'ils sont là avec nous aujourd'hui. On a déjà fait ce travail-là sur 2018-2019 et ça va être Isolife qui va continuer sur la période à venir, 2019. 2019, c'est aujourd'hui. On est actuellement sur Isopolis Beta et l'objectif pour nous, c'est de donner cette impulsion, d'inspirer les acteurs et de mobiliser à la fois la population, évidemment vous, les faiseurs de changement, mais aussi les décideurs, les institutions, etc., dans cette nécessité de transformer le modèle sociétal réunionnais. Et enfin, on se concentre là dans Beta pour pouvoir préparer cette phase-là, 2019-2022, qui sera normalement financée sur les fonds FEDER, avec la participation de la région et de l'État. Et on espère aussi avoir des fondations, comme la Fondation Cap Vocation, des acteurs privés, pour nous permettre d'avoir le budget nécessaire pour pouvoir déployer les expérimentations dont je vous ai parlé précédemment. L'objectif, c'est que pendant cette période 2019-2022, on puisse comprendre comment fonctionne la résilience. Pardon. J'ai dit pardon avant d'éternuer. Bon, du coup, l'objectif, c'est pendant ces 2 années qui arrivent, 2020-2022, à travers nos expérimentations, on puisse mieux comprendre, mieux cerner ce que c'est la résilience aux 3 échelles, comment est-ce qu'on renforce, quels sont les facteurs qui nous permettent de renforcer cette résilience et affiner en fait nos processus, nos méthodes, nos solutions pour faire en sorte qu'elles soient le plus justes possible. Au niveau de la résilience, à échelle territoriale, on est déjà en train d'amorcer l'enquête du BNB, c'est comment avoir un indice de mesure qui soit plus global que le strict PIB. On vous en parlera au 3e séminaire. Moi, j'ai pris un peu de retard, donc il va falloir que je me dépêche si je veux rentrer dans le sujet. Et ensuite, on va aussi devoir mesurer l'impact à échelle individuelle. Et là, ça va être grâce au cadre, au comité scientifique qu'on est en train de constituer, qu'on va pouvoir mettre ça en place. Ça va être un gros travail. Donc, vous voyez des chiffres ici, mais ce n'est pas la mesure d'impact, ce n'est pas que des chiffres et du quantitatif, c'est aussi la mesure de quel processus on met pour pouvoir essaimer les éléments. Pour ensuite nous retrouver en 2022-2025 sur un nouveau programme d'action qui va nous permettre cette fois-ci de déployer une expérimentation plus consistante à l'échelle de la Réunion et ensuite fonctionner pas à pas jusqu'en 2030. Voilà où on en est. Maintenant, la base, Isopolis, a été fait pour donner aux faiseurs de changement les moyens de leurs ambitions contributives. Nous, on a traduit ça à 2 échelles. Un premier qui concerne, un appui qui concerne la résilience individuelle des faiseurs et un deuxième, obtenir en fait une écoute et créer un contact plus fluide entre les faiseurs et leurs expérimentations et les décideurs, les structures territoriales qui pourraient s'en inspirer, voire les implémenter chez elles pour accompagner la transformation. Je ne m'attarde pas sur ce point, il me reste 4 minutes pour tout vous dire. C'est sur cette partie-là qu'on va se plonger dans le webinaire de vendredi prochain. Juste vous donner, juste mettre l'eau à la bouche. Sur cette partie individuelle, on aura un parcours qui va aider à la résilience des faiseurs qu'on va déployer courant cette année pour les faiseurs de changement et aussi un accompagnement pour aider les faiseurs à passer du projet, de l'idée du projet, de l'action, à une expérimentation dont on va mesurer l'impact. Et ensuite, ces expérimentations, on va les cartographier dans une plateforme et on va permettre en fait de faire un matching entre les acteurs, les structures territoriales, ça peut être des collectivités ou autres, et les faiseurs qui ont des expérimentations pour les aider en fait à trouver le matching, la bonne par rapport aux besoins des structures territoriales, l'expérimentation qu'ils voudront déployer en leur sein.
Et enfin, là, je ne vais pas m'éterniser, il y aura sur l'expérimentation résilience territoriale, Rhizome sera représenté dans cette expérimentation-là qu'on approfondira plus en détail dans la prochaine conférence. Voilà ce qu'on a prévu pour vous. Et là, je suis sur la fin. Donc, finalement, je ne suis pas si en retard que ça. Donc, je vais rentrer mon dernier point. Je crois que je suis presque en avance. J'espère que vous avez tout entendu ce que je vous ai dit parce que je n'ai pas vérifié que tout était clair. Et je passe à la dernière partie, du coup. La dernière partie, l'idée, c'est de pouvoir directement, à la fin de chaque webinaire, vous proposer 5 minutes, enfin l'explication en 5 minutes de ce que vous pourriez faire chez vous pour pouvoir travailler votre résilience. En fait, vous avez sans doute entendu parler du stress post-traumatique, qui est les conséquences cognitives, psychologiques qui peuvent faire suite à un événement traumatisant, un événement brutal auquel on n'était pas préparé. Mais il y a aussi un autre concept qui est en train d'être mis en évidence actuellement, c'est la croissance post-traumatique. Il arrive souvent d'ailleurs, peut-être pas immédiatement, qu'un choc en fait accélère notre conscience personnelle et nous oblige quelque part à revenir sur l'axe de notre contribution optimale, que je pourrais appeler notre mission de vie. Et en fait, on sait que pour pouvoir cultiver ça, se mettre en prédisposition d'accueil des prochains événements difficiles qui vont arriver, c'est important, et c'est aussi l'esprit d'Isopolis, de focaliser sur ce qu'on a déjà réussi en matière de résilience, de manière à pouvoir changer ou en tout cas consolider la vision de nous les capables, la vision qu'on a de soi-même. Donc, ce que je peux vous proposer de faire, peut-être sur la semaine à venir, si vous y trouvez du sens, c'est de vous souvenir des moments particulièrement éprouvants que vous avez vécus précédemment. Ces moments peuvent prendre corps aussi de manière immédiate dans le confinement, parce que j'imagine qu'il n'est pas de tout repos pour vous, pour chacun d'entre nous, de vivre ces 16 jours déjà de confinement, 16 ou 17 jours. Du coup, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous souvenir de ces moments particulièrement marquants de votre vie qui vous ont mis à l'épreuve. Boris Cyrulnik, il parle d'intégrité, de menaces d'intégrité psychique, et il dit qu'une personne sur deux s'est déjà retrouvée dans une situation de menace de son intégrité psychique. Ça, c'est la résilience à la française. La résilience à l'anglaise, c'est plutôt la résilience de tous les jours. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, mais il faut quand même que ça soit que vous vous rappeliez que ce moment a été particulièrement éprouvant pour vous. Ensuite, vous vous rappelez-vous des moments marquants. Pardon, je suis en train de relire à la fois une consigne qu'on me donne. Le deuxième consigne, une fois que vous vous êtes mis dans les moments particulièrement éprouvants, c'est de vous rappeler quelles ressources vous avez mis en place, des ressources internes ou des ressources externes. Vous avez peut-être fait appel à quelqu'un, il y a peut-être des amis qui vous ont aidé à ce moment-là, votre conjoint, etc. Alors, quelles sont ces ressources internes et externes que vous avez mobilisées pour retrouver votre sécurité intérieure? Donc là, vous faites le format que vous voulez et vous essayez de l'écrire de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte que vous avez déjà été résilient et que vous avez ça en vous. Les faiseurs de changement, peut-être, probablement plus. C'est certain, peut-être pas plus, mais certainement. C'est sûr que vous avez fait vous avez mis en place beaucoup de ressources, beaucoup de stratégies intérieures qui vous permettent d'être résilient aujourd'hui. Donc, je vous propose de les lister. Et enfin, comme au niveau d'Isopolis, c'est important pour nous, à travers Rhizome, de constituer une communauté solide, bien qu'émergente, de pratiques et de partage d'expériences. On vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de nous faire une petite vidéo de 3 minutes dans lequel vous allez nous partager c'est quoi ce moment-là que vous avez vécu, un moment particulier. Vous allez faire le focus sur un moment particulier qui a été extrêmement éprouvant pour vous pour lequel vous vous rappelez assez nettement d'une chose que vous avez mise en place et qui vous a aidé à surmonter cette période et qui vous a fait grandir. Et donc, en 3 minutes, si vous vous sentez, on serait vraiment ravis de ça, que vous puissiez nous faire cette petite vidéo
explicative où vous nous dites voilà le contexte, voilà comment je me suis sentie et voilà ce que j'ai mis en place et qui m'a aidé. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Et on vous fera un message, un mail dédié à ça après la conférence où on vous redonnera les consignes. On serait vraiment, vraiment, vraiment heureux de recevoir vos expériences, sachant qu'on a notre coéquipière Christelle qui a accepté de se lancer dans l'aventure et qui va nous faire une vidéo en exemple dans le mail dédié pour vos appels à partage d'expérience, appels à contribution. Et voilà, je crois que j'ai dépassé que de 2 minutes. Je vais désactiver, non pas tout de suite, je vais vous mettre, moi je vais clôturer ma partie. J'espère avoir été claire. Je vous remercie vraiment de votre attention et je passe la parole à Christelle, je pense, ou à Estelle, pour les questions. Alors, Jaïla, du coup, je reprends 2 petites minutes la main pour juste rappeler aux personnes qui sont là aujourd'hui que nous avons, avant de répondre aux questions, que le vendredi 10, on a l'autre séminaire sur les faiseurs de changement et vous aurez le programme au fur et à mesure. N'oubliez pas d'aller voir la page Isopolis, où vous allez voir aussi tout le programme. Et si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on vous fera une réponse différée où les réponses vont être mis dans les autres séminaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne répond pas aux questions aujourd'hui qu'on n'y viendra pas. C'est juste qu'on essaie de rester dans le cadre du projet Isopolis. Voilà, juste pour cette petite remarque. Du coup, je laisse la place à Christelle qui, elle, a dû compiler toutes les questions durant toute l'intervention. Et comme ça, il y aura ces questions-réponses. Voilà pour moi. Christelle, je te laisse la parole. Merci Jessie. Donc, j'ai bien noté toutes les questions et remarques dans le chat, notamment des questions sur les faiseurs, mais ces questions seront traitées dans le webinaire 2 ou via la vidéo dédiée. Jaoula, on a des questions concernant la résilience professionnelle. Le travail, l'entreprise ne sont-ils pas des lieux dans lesquels on doit chercher de nouvelles inspirations? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Christelle, tu m'as adressé cette question. Si tu peux la répéter. Ah, alors attends. Oui, Christelle, si c'est la question m'est adressée, est-ce que tu peux la répéter? Parce que j'étais dans la technique absorbée, du coup, je n'étais pas très attentive. Pardon. Quid de la résilience professionnelle? Le travail et l'entreprise ne sont-ils pas des lieux dans lesquels on doit chercher de nouvelles inspirations et de nouveaux leviers d'action? Oui, tout à fait. Alors, absolument d'accord. L'idée de la partie professionnelle, c'est ce que j'ai mis dans la résilience organisationnelle. Donc, c'est la résilience, les organisations, elles peuvent être des entreprises, elles peuvent être les structures. Donc, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir plancher. Ensuite, au niveau d'Isopolis, on va devoir trouver des expérimentateurs, c'est-à-dire des structures qui acceptent de mettre en place un parcours d'aide à la résilience organisationnelle en leur sein. Donc, on fera probablement un appel aux structures volontaires qui ont envie, en fait, de faire partie de l'expérimentation de résilience organisationnelle. Pourquoi on a besoin des expérimentations? Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se font, hein, mais l'idée, c'est qu'on puisse, à travers les expérimentations, mieux comprendre comment fonctionne la résilience à chaque échelle, dont la résilience professionnelle ou organisationnelle, de manière à ce qu'on puisse, en fait, en sortir des éléments viables qu'on puisse vraiment déployer derrière à grande échelle. Donc, la résilience organisationnelle est très importante et la résilience professionnelle, c'est pour moi le même type de résilience. Et c'est à travers une expérimentation à échelle des structures, autant publiques que privées, qu'on va nous travailler sur la compréhension de ces mécanismes-là. Merci. Question suivante qui concerne justement les expérimentations. Dans les phases alpha-bêta, quelles sont les expérimentations qui ont d'ores et déjà été menées et dans quel domaine?
Alors, alpha, bêta, alors vous dire que travailler sur une expérimentation, tout ce qu'on vous dit là, on l'a éprouvé nous-mêmes. C'est pas facile. C'est pas facile en fait à transformer son idée, son projet en expérimentation. Donc nous, on a fait appel à la recherche interventionnelle. Ça sera le troisième séminaire pour comprendre l'impact. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte de passer de l'action pour l'action, parce qu'on a tellement envie en tant que faiseur de changement, on a tellement envie de se mettre d'augmenter notre impact par rapport à la réduction en fait des malheurs ou des souffrances quelles qu'elles soient, qu'on passe à l'action. Et en fait, des fois, notre action, elle n'a pas réuni l'ensemble des conditions qui nous permettent d'avoir de l'impact. Donc, on fait de l'action pour l'action et on s'épuise. Pardon. Donc, c'est très important pour nous de passer d'action d'un projet à une expérimentation dont on va mesurer l'impact. Et là, en fait, il faut quand même une structure. Il faut arriver à changer la façon dont on a de fonctionner pour aller identifier, en fait, dans nos projets, quels sont les comportements que je veux changer, en constructif évidemment, grâce à l'expérimentation que je vais mettre en place et comment je vais les mesurer. Donc ça, pour répondre à la question, déjà, c'est quoi une expérimentation ? C'est quelque chose on s'est mis dans la période alpha à se l'appliquer à nous-mêmes pour structurer Isopolis dans sa globalité dans ce sens-là. Et donc, alpha a servi à structurer Isopolis en cadres qui permettent de mesurer l'impact de tout ce qu'on va faire dans Isopolis. Donc, en soi, on n'a pas encore déployé des expérimentations mesurées actuellement. On est en train de préparer mettre ensemble l'ensemble du socle des bases qui va nous permettre ensuite d'être capable de mesurer ce qu'on va faire. On a par contre consolider les bases, donc que ça soit méthodologique au niveau d'Alpha, mais aussi au niveau de l'agriculture résiliente, on a lancé un premier projet qui n'est pas encore une expérimentation, mais qui est le prérequis à une expérimentation, qui a été de réunir en fait 10 producteurs pilotes, des agriculteurs, qui font déjà du sans chimie de synthèse pour certains d'entre eux depuis plus de 15 ans. Donc, ils sont des pionniers de l'agriculture sans chimie de synthèse. Et on a fait un premier travail en fait de mise en synergie de ces producteurs-là dans le cadre pour préparer l'expérimentation agriculture résiliente qu'on va déployer dans Isopolis, on espère à partir de 2020. Voilà ce que je peux en dire. Merci. Alors, on a une question qui concerne le projet vraiment dans sa globalité et pour citer également Evelyne sur la mesure, puisque n'a d'importance que ce que l'on peut mesurer, quelle est la valeur de départ et quelle valeur d'arrivée souhaitons-nous atteindre ? Ah, très bonne question. Je savais que j'étais très, très conceptuelle. En général, on me le reproche, mais là, je ne sais pas qui a posé la question, mais ça bat mes propres records. Alors, du coup, c'est très important d'avoir des valeurs, en effet. Ce qu'on va faire au niveau de Rhizome, parce que les valeurs vont plus s'ancrer au niveau des faiseurs de changement, au niveau de Rhizome, c'est qu'il y a déjà un travail d'amorçage qui a été fait durant les dernières années par un groupe pilote pour poser en fait le socle de nos valeurs de base. Donc, ce premier travail va vous être présenté au webinaire prochain par Christelle et Patrice sur la charte qui a été déjà travaillée grâce à c'est un groupe pilote qui a travaillé là-dessus. Et on va vous exposer ça la semaine prochaine, vendredi prochain. Et donc, je pense que le mieux, pour ne pas repartir sur des débats et sur mes valeurs à moi, c'est qu'on vous réponde à cette question plus précisément la semaine prochaine, vendredi prochain. Merci Jaïla. Une dernière question pour terminer les réponses. Sachant que l'on va avoir l'intervention de François Mogis pour quelques minutes concernant le dialogue homme-nature. Pendant une dizaine de minutes pour ceux qui souhaiteraient rester. Donc, dernière question concernant l'aspect rentabilité. Quel profit un acteur économique peut attendre d'Isopolis ? Alors, excuse-moi, j'étais encore repartie sur la question, sur la technique. Et juste, peut-être, c'est vrai que pour
explorer un peu plus la question précédente, Pierre me suggère de partir sur la valeur de départ. Et c'est très… Merci Pierre pour cette mise en… Et concrètement, de ma réponse, c'est de dire que aussi sur les valeurs, enfin la valeur qui est plus la mesure, on va utiliser, on va déployer, donc ça sera le quatrième webinaire, le dernier. On va lancer une mesure expérimentale, évidemment, de l'indice du bonheur réunionnais brut, du bonheur national brut adapté à la Réunion, à travers un questionnaire et une enquête de 800 à 1000 personnes. Donc, on va aussi vous solliciter à ce moment-là pour ceux qui le souhaitent, pour nous aider en fait à contribuer et administrer ces questionnaires. Et le but étant d'avoir une mesure sur c'est quoi focaliser l'attention déjà avant d'avoir un chiffre. La première étape, c'est focaliser l'attention des acteurs de la Réunion, de la population et des décideurs sur cette question. Et si le bonheur des Réunionnais était la finalité des politiques publiques. Donc déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va partir à partir de juin, on verra comment le confinement nous amène, entre juin et juillet, on aura normalement un premier relevé d'indice de cette mesure du bonheur national brut réunionnais, sur lequel on pourra lancer en fait les échanges. Donc, et ensuite, on fera d'autres mesures, l'objectif étant, courant dans le projet Isopolis, de nous amener à partir de cette première mesure, d'aller sur la résilience, sur un indice de mesure de la résilience territoriale. Donc là, c'est plus la partie mesure très concrète. Ensuite, je te laisse me répéter la question, parce que du coup, je n'étais pas très attentive quand tu me l'as posée. Oui. Alors, quel profit un acteur économique peut attendre d'Isopolis? Alors, c'est une bonne question. Il y a le profit réel, on va dire, ça va être que à différentes échelles, les acteurs je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, je fais une pause sur cette question et je me recentre pour arriver à la prendre par le bon bout. En fait, l'important, c'est quand on arrive à développer la santé globale des gens. En fait, la santé, quand on dit bonheur, c'est un bien-être durable. Et au niveau de la santé au sens de l'OMS, c'est la santé psychologique, la santé affective et la santé physique. Quand on est en meilleure santé, on est déjà beaucoup plus capable, quand on est justement un acteur économique, un salarié, on est beaucoup plus capable de donner en fait le meilleur de nous-mêmes, d'être performant et d'en fait d'amener de la performance à notre entreprise. À notre entreprise, mais ça peut être aussi à notre structure associative, quelle qu'elle soit. Le fait d'être bien, on sait que ça a une incidence directe sur notre performance, on va dire. Donc ça, c'est un impact direct. On le voit actuellement. Il y aura une situation de plus en plus difficile à gérer en matière de crise, en matière de rebondissement, et en fait de travailler à la résilience personnelle des gens et aussi à la résilience des organisations et puis à la résilience du territoire. Ça va nous permettre de rester en pleine possession de nos moyens et de mettre pleinement nos talents à contribution. Donc ça, c'est une réponse claire de maintien, entre guillemets, de la performance des organisations. Mais pour nous, c'est important aussi de voir que cette performance, elle sera d'autant plus réelle que si elle se fait en accord en alignement avec la mission de vie des gens. C'est très important, tant au niveau des acteurs économiques, quels qu'ils soient, de lier la performance individuelle à un niveau d'alignement personnel. Plus je vais être aligné avec ce que je fais, plus ce que je fais a de sens pour moi, plus je serai capable d'être performant. Donc, c'est aussi au niveau professionnel que d'amener les chefs d'entreprise, probablement, et les dirigeants de manière globale à conscientiser, à travailler sur l'importance d'amener chacun de leurs salariés à trouver ce qui fait sens pour elles. Ça peut nécessiter, en général, ça nécessite un remaniement au sein de la structure pour amener les gens à faire ce qui fait sens pour eux. Donc, ça, c'est une chose. Et de manière globale, quand on a en fait des gens qui sont performants parce qu'ils font ce qui fait sens pour eux, on a une économie qui devient, on a de la créativité, on a de l'innovation, on a de la stimulation. Les gens ont envie de contribuer, de mettre leur talent à contribution. Et du coup, ça dynamise de manière
immédiate. Par conséquent, la vitalité économique du territoire et donc la viabilité du modèle économique. Voilà en gros la réponse que je ferai à cette question. Ok, merci Jaïla. Je donne la parole à Pierre qui souhaite compléter. Pierre, c'est à toi. Alors, compléter peut-être pas, apporter un autre éclairage et dire à Maximin qui complétait sa question en disant la situation actuelle ne leur procure-t-elle pas une rente de situation? Si, bien sûr, et c'est clair que une société plus résiliente et qui est moins consumériste va détruire d'une certaine manière des rentes de situation et donc il y a des résistances qu'on peut attendre d'un certain nombre d'acteurs économiques. À côté de ça, moi je connais des acteurs économiques, et certains pensent que je suis naïf, je le suis parfois, ont quand même déjà une prise de conscience que la situation ne peut pas durer et que, à la limite, enfin, je le dis souvent, il vaut mieux que je transmette un peu moins à mes enfants que je leur transmette rien du tout. Et donc, il faut véritablement que j'arrête de me gaver. Et donc, une société plus équilibrée, plus juste, probablement qu'un certain nombre de chefs d'entreprise un peu plus éclairés que d'autres peuvent effectivement y trouver profit. Voilà. Donc maintenant, il y a évidemment des résistances qui seront extrêmement fortes, toujours encore pour un certain nombre d'acteurs économiques. Et il y a même, on connaît du sociétal bashing, et Jaïla a rencontré des chefs d'entreprise qui donnent l'impression d'être effectivement dans une action sociétale vertueuse et qui en fait veulent continuer, enfin, ils veulent que ça continue et que ça dure, quoi. Et donc, il ne faut pas être trop naïf par rapport à ça et avancer en conscience dans ce projet-là avec les difficultés qu'on peut imaginer. Merci Pierre. Dernière question concernant le parcours d'aide à la résilience organisationnelle. Alors pour convaincre les institutionnels du parcours d'aide à la résilience organisationnelle, peut-on travailler en partenariat sur leurs outils existants d'aide à la décision ? Alors, je dirais que le mot que j'aime beaucoup et qu'on essaye au maximum de rendre réel dans Isopolis, c'est capitaliser. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qui existe déjà pour faire en sorte, parce que chacun a une part de la réponse, en fait, de la solution. Après, il faut de la méthode pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais oui, évidemment, l'objectif, ça va être de recenser, en fait, ces outils, ces astuces, ces choses qui existent déjà pour travailler ensemble sur cette problématique-là. Après, on sait déjà que sur le volet résilience territoriale dans Isopolis, on va prévoir en fait un temps de co-construction sur les 18 mois du projet où on va amener les acteurs justement à parler, à s'impliquer sur chacun des thèmes d'Isopolis. Donc, il y aura un thème qui sera dédié à la résilience organisationnelle qu'on va aborder dans le volet Isopolis Gamma. On va aborder ça et on va amener les différents acteurs du territoire à faire état de leurs besoins, de ce qu'ils ont déjà, etc. Donc, on aura aussi des échanges et des contributions directes des acteurs du territoire. Et c'est dans ces expérimentations-là qu'on va représenter les faiseurs de changement à travers Rhizome. Ok, merci Jaëla. On arrive à la fin du temps imparti pour les questions et les réponses, sachant que l'on a bien noté toutes les questions et toutes les remarques des participants et que les questions seront traitées de façon très précise dans une vidéo dédiée qui sera envoyée à tous les participants. Donc Jessie, je te laisse la parole. Oui, Jaïla. Oui, juste avant, excuse-moi Jessie, c'était pour dire que la dimension culturelle dans la résilience, elle est fondamentale. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais rapidement dans ce qu'on entend par résilience individuelle. On n'a pas, comme dit, le process de résilience, en gros, pour passer du subir à l'agir, c'est 3 étapes. Connaître pour accepter, pour faire en conscience. Et connaître, c'est absolument en lien avec connaître mon histoire. Et mon histoire ne prend sens qu'en connaissance de mon histoire culturelle. Donc, à la réunion, toute la partie qui va concerner l'identité, qui va concerner l'anthropologie, les historiens et tout ça, nos sachants,
sur ce sujet. Nos faiseurs sur ce sujet seront pleinement impliqués dans la résilience individuelle notamment. C'était important pour moi de préciser ça. Merci Jaïla d'avoir, je reprends la parole. Merci Jaïla d'avoir reprécisé ça, parce que c'est vrai que dans le chat, on avait pas mal de questions en lien avec la culture réunionnaise et qu'il était important de dire un mot là-dessus, la résilience de notre culture. Ça fait partie du projet Isopolis, hein. Donc merci pour cette réponse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour rappel, je partage l'écran. Pour rappel, on se retrouve le 10 avril à 15 h pour la thématique de faiseurs de changement. On va vous renvoyer tous les éléments par mail pour vous faire l'appel à contribution. Si vous souhaitez avoir les consignes pour pouvoir le faire. Et sur ce, je pense qu'on est à l'heure. Il est 30. On va vous laisser, à moins que quelqu'un de l'équipe ait un mot à dire. Je pense qu'on peut vous laisser. Vous pouvez nous retrouver en différé sur Facebook et en replay. Et voilà pour nous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Je vois que les gens se déconnectent au fur et à mesure. On se retrouve. Bon week-end à vous. Profitez bien du confinement pour pouvoir réfléchir sur vous-même. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Seule l'équipe, vous pouvez remettre vos caméras pour dire au revoir. Hein. Bye bye. Voilà, ceux qui bientôt. enclenchent leur caméra, c'est le moment pour dire au revoir. Ceux qui le souhaitent. C'est super. C'est super chouette. Ouais, mettez vos caméras, c'est super Bye chouette. bye. Mettez les caméras. La caméra, il faut me la remettre. Ouais, mettez tous votre Moi caméra. aussi. J'arrive pas, il faut que tout débloque. Salut tout le monde, super.